Il y a donc une symbolique des temps dans la dernière partie de Manon Lescaut, dans le dénouement. Vous avez remarqué que le prénom Manon est en fait une abréviation. Il ne faut pas oublier que Manon, c'est la contraction de Marie ou de Madeleine. Et de manière bien évidente, la figure de Manon est sous l'égide du personnage biblique de Marie-Madeleine, sur laquelle je vous laisserai aller vous renseigner. Donc quand ils sont en Amérique, au Nouvelle-Orléans, Desgrieux et Manon veulent se marier, mais Desgrieux entre en rivalité avec Sinley. C'est l'épisode du duel, avec la fausse mort du neveu et le départ dans le désert, puis la mort sublime de Manon. Mais si on regarde la chronologie de la fin, euh, Desgrieux se retrouve acquitté grâce à Sinley, il est malade et il se remet. Il y a 3 mois qui sont consacrés à cette violente maladie consécutive à la mort de Manon. Puis, 6 semaines après, arrive un vaisseau amenant Tiberge de France. Ils attendent 2 mois un bateau pouvant les ramener en France. La traversée elle-même dure 2 mois. Donc le temps normal est largement écourté par l'abbé Prévost, ce qui nous laisse penser, ce qui confirme le fait que cette temporalité est parfaitement maîtrisée, elle est consciente, elle est voulue, puisqu'il n'a pas respecté le réalisme du récit. Et puis se passe 15 jours au moment où Desgrieux apprend la mort de son père à son retour. Et donc, si on compte, ça fait 3 mois plus 6 semaines plus 2 mois plus 2 mois plus 15 jours, c'est-à-dire 9 mois pile en réalité dans ce dénouement. Et donc, on peut imaginer la symbolique des nombres, c'est après ces 9 mois de souffrance, ce trajet retour de 9 mois, Desgrieux arrive en France et c'est un nouvel homme, un homme nouveau qui débarque sur le sol français. Alors, cette œuvre est-elle une œuvre morale ou une œuvre immorale? C'est une question qu'on s'est longtemps posée. Il y a un évident plaisir du lecteur à la découverte des roueries des personnages et des bas-fonds de la société. On s'amuse à regarder comment fonctionnent les cercles de jeu, on frissonne lorsqu'on voit ces crapules attaquer les gens, lorsqu'on voit les brigands voler les honnêtes gens, lorsqu'on voit les intrigues, les mensonges, la manipulation que certains personnages s'amusent à mettre en place pour dominer les autres. Donc, il y a un plaisir à la lecture de ces, un plaisir malsain, un plaisir un peu subversif que l'on ressent à la lecture de ces œuvres libertines du XVIIIe siècle. Et dans le même temps, les personnages principaux peuvent apparaître comme hautement immoraux. Le personnage de Manon, par exemple, c'est quand même une jolie garce. C'est un personnage qui n'a pas de parole, qui est paresseuse, qui est vicieuse, qui est délurée, qui est malhonnête, qui n'est pas étouffé par ses scrupules moraux. Et puis Desgrieux, il a beau s'excuser en permanence, il a beau se trouver des justifications, et il a beau dire qu'à chaque fois il est tenté par les autres, il se laisse tenter un peu facilement quand même, et il devient facilement tricheur, voleur, menteur, voire assassin. Donc on a tout un environnement des personnages principaux qui ne brillent pas par leur qualité morale. Et dans le même temps, c'est ces personnages principaux qui vont être rachetés par leur souffrance. Et ils sont entourés par des personnages secondaires qui, eux, sont particulièrement vertueux. Et là, vous avez 2 figures qui apparaissent nettement. La figure de Tiberge, qui va être comme un guide moral et spirituel pour le personnage de Desgrieux et dans une moindre mesure pour Manon. Donc le personnage de Tiberge et puis le personnage du père de Desgrieux, et là aussi dans une moindre mesure son frère, qui, même s'ils ont l'air un petit peu austères, sont quand même des personnages particulièrement vertueux qui incarnent le bien et qui incarnent le cadre que la société doit avoir pour que tout fonctionne bien. Le roman a une dimension nettement tragique, et en plus de sa dimension pathétique. Et donc cette dimension tragique, elle est particulièrement sensible un petit peu tout au long du roman à travers le poids de la fatalité que Desgrieux ne manque pas de souligner de façon régulière, mais surtout à la fin avec cette mort de Manon et puis cette souffrance du personnage qui vont tous les deux amener à la transformation des personnages. Manon, elle se transforme avant de mourir, elle a le souhait de devenir vertueuse, elle laisse sa mauvaise vie derrière elle en France, elle s'est débarrassée de ses instincts, de ses pulsions, d'une grande partie de ses défauts. Elle a vu comme une espèce
d'immenses nettoyages intérieurs après avoir été punis quand même, parce que la déportation, c'est pas rien comme punition, c'est pire que la prison dont ils ont réussi assez facilement à s'évader. Donc Manon, elle a réussi à se purifier et on sent que c'est pas tout à fait le cas pour Des Grieux. Il va lui falloir l'épreuve ultime de la perte de l'être aimé pour réussir à se purifier. Mais la fin reste assez ambiguë parce qu'on se demande quand même si Des Grieux a vraiment compris la leçon, s'il a vraiment tiré la leçon de tout cela. Alors il le dit qu'il en a tiré la leçon, et pour autant on n'en est pas parfaitement sûr. Et l'abbé Prévost nous amène quand même avec ce roman à réfléchir sur la puissance des passions, sur la question de la passion amoureuse ici, mais c'est la passion en général, et c'est un des thèmes favoris du XVIIIe siècle. On peut aller voir les œuvres de Madame du Châtelet, par exemple, le traité des passions. Donc c'est un thème qui a été multitraité au XVIIIe siècle, puisque on a vu que le libertinage, c'était l'exaltation de la liberté individuelle. Et la passion, ça vient de patior en latin, qui veut dire subir, supporter, et puis après souffrir. Et donc la passion, c'est d'abord ce que l'on subit, c'est ce qui nous fait perdre notre autonomie, ce qui nous domine, ce qui fait que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, et c'est l'opposé absolu en fait du libertin. Les libertins normalement ne sont pas des êtres passionnés. Là on voit l'ambiguïté de ces personnages, puisque ce sont des libertins et en même temps ils sont soumis à la passion, et c'est cette passion qu'ils vont vivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, comme dans Roméo et Juliette par exemple. Donc cette passion qu'ils vont vivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, qui va interroger le lecteur et qui va donner une dimension sublime au personnage. Et donc le lecteur, lui aussi, il doit s'interroger, parce qu'en fait, il a trouvé du plaisir à cette lecture. Il doit chercher si le plaisir, il l'a trouvé dans l'édification morale progressive des personnages, dans cette purification, cette rédemption des personnages, ou s'il l'a trouvé de façon malsaine dans la description des scènes érotiques, des scènes de libertinage, des crapuleries, etc. Donc ça nous amène à nous interroger nous aussi sur nos propres ambiguïtés, sur notre tension vers le bien et en même temps notre tentation à céder au mal. Donc voilà une petite présentation de l'œuvre, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous trouverez assez prochainement des études de détail de certains extraits de Manon Lescaut.